Guérison intérieure. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne à transformer votre relation à la mort et à la maladie longue pour faire émerger tout votre potentiel de guérison. Le fil de la vie forme des boucles à l'infini. À travers vos témoignages, vos partages, je mets en écho ces boucles et vos récits pour servir notre éveil à la vie. Nous parlons de nos doutes, de nos peurs, de ce qui nous donne confiance, de ce qui nous nourrit, de notre parcours de résilience. Comment traverser le plus sereinement possible notre vie, quelles que soient nos épreuves? Comment trouver la force d'avancer? Comment arrêter de ressasser? Comment tisser notre nouveau maillage intérieur avec les fils que l'on récupère en chemin? J'espère de tout cœur que vous trouverez dans cet espace de quoi nourrir ces questionnements, de quoi nourrir votre corps et votre âme de force et de calme pour progresser vers plus de sérénité. Je m'appelle Adèle, accompagnante dans le fil de votre vie. Ma mission est de vous permettre d'ouvrir plus de place à la légèreté, au calme et à l'apaisement dans ces périodes de tumulte. Pas à pas, vous apprendrez à apprivoiser la peur et la maladie afin de pouvoir vivre et évoluer avec. Aujourd'hui, j'invite Delphine de l'entreprise En Terre Simple qui, depuis 12 ans, a ancré son chemin dans la sagesse de l'Ayurveda et du yoga. Je la suis sur son canal Telegram où elle nous partage des mantras, des inspirations, toujours dans la simplicité et l'évidence. C'est comme ça que je l'ai connue. Ça m'a paru très cohérent de vous partager un bout de son univers rempli de confiance pour aborder ces questions-là. D'abord, comment vivre serein dans un monde en crise et tout particulièrement la question, est-ce raisonnable d'avoir des enfants dans notre monde actuel? Dans mes accompagnements en séance de réflexologie plantaire, mais aussi plus largement dans des discussions avec d'autres, des amis, des connaissances, je me suis aperçue que c'est des questions qui revenaient souvent. Et un questionnement finalement où moi aussi j'avais fait face et j'avais pas fini de faire face, vu qu'à peu près chaque année ou une fois tous les 2 ans, quand arrive la canicule, moi, c'est vrai que ça me fait écho beaucoup au réchauffement climatique, à l'écologie. Donc voilà pourquoi j'ai eu envie de répondre à cette question et de partager cet univers, on va dire, de simplicité sur les notes de l'Ayurveda avec Delphine. Est-ce raisonnable d'avoir des enfants? Jusqu'où est-on responsable de l'avenir de nos enfants? Quel choix a-t-on réellement? Voilà, comment on se projette dans un monde où tout semble s'écrouler? Donc le côté crise écologique, mais crise sociale, crise économique. De tous les côtés, ça secoue. De tous les côtés, ça remue. Puis finalement, je me rappelle à moi-même souvent, très souvent, que dans l'évolution, dans tout changement, il y a du nouveau qui apparaît. Et à chaque fois, l'inconnu, ça fait peur. Ça remue. On en parlait déjà dans l'avant-dernier épisode avec la création-transformation. L'élément de l'eau en médecine chinoise, c'est vraiment l'élément de la transition. Donc il y a ce côté de peur, de chamboulement, passer du connu à l'inconnu, de passage. Et puis il y a aussi tout cet élan de création pour passer au-dessus, pour transcender, pour transformer justement. Mais une fois qu'on a dit ça, ça rassure pas forcément. C'est pour ça que j'ai voulu aller un peu plus loin et vous apporter en tout cas un épisode qui emplit de confiance, qui emplit de vie. Puis finalement, je me rappelle très souvent à moi-même que dans tout changement, du nouveau apparaît. Et l'inconnu, ça fait peur, ça remue. C'est ni bien ni mal. L'objectif, c'est pas de juger,
mais c'est de trouver comment on peut naviguer dans cette énergie de vague énorme, de chamboulement, en même temps dans une période qui appelle sans détour au changement et à la création. Comment on va réussir à exprimer la vie au plus profond de nous, à rebondir et même à apprécier cette période. Voilà, donc finalement, qu'est-ce que la vie? J'ai fait appel à Delphine parce que je trouve que c'est, encore une fois, ce qu'elle transmet, la manière dont elle le transmet est vraiment simple. C'est encore une fois le mot qui revient et c'est d'ailleurs le nom de son entreprise, En Terre Simple. Donc voilà, je n'en dis pas plus. Je lui laisse la parole dès maintenant. Bonjour Delphine et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode sur les questionnements par rapport au choix d'avoir des enfants, par rapport à vivre serein dans un monde en crise. Moi voilà, je t'ai connue par Telegram où t'envoies beaucoup de petits mantras sur la simplicité, du coup sur l'énergie, se recentrer, tout ça. J'ai eu envie d'entrer un petit peu plus dans ton univers et voilà, de partager un petit bout de ta simplicité, tout simplement. Donc, est-ce que d'abord, dans un premier temps, tu peux nous présenter un peu ton parcours, peut-être comment t'en es arrivé là? Déjà, merci. Ça me fait plaisir d'échanger avec toi, Adèle. Et je sais pas trop, à part ce dont on a parlé avant, ça m'intéressait beaucoup ce que tu m'as partagé. Mais après, comme je te disais, je me laisse guider. Hem, comment je suis arrivée où, je sais pas trop. Comment mon parcours, hem, disons que disons qu'il a commencé par des études et puis immédiatement, juste après, je j'ai plongé dans le milieu du yoga, de l'ayurveda et je l'ai pas quitté depuis. Donc après je me suis approprié certaines pratiques, certains outils yogiques et et j'en parle aujourd'hui. Tu proposes des cours de yoga? J'ai commencé comme ça. J'ai commencé il y a une dizaine d'années, à enseigner le yoga, notamment une pratique de respiration qu'on appelle le Sudarshan Kriya, qui est une pratique de respiration basée sur les rythmes et qui est très, très puissante, très efficace et il y a tout un tas d'enseignements autour puisque ça fait partie d'une fondation qui enseigne d'autres sagesses yogiques, donc la méditation, heu et plein d'autres choses. Donc, j'ai passé pas mal de temps en Inde aussi dans l'ashram de cette fondation, heu, dont le maître s'appelle Sri Sri Ravi Shankar et voilà, le chemin a continué jusqu'à ce que, je découvre un peu plus l'ayurveda et que, voilà, chemin faisant, il y a d'autres découvertes qui se sont faites et j'ai créé, Ayurveda et spiritualité quand j'étais en Inde, qui est devenu En Terre Simple et voilà. Et aujourd'hui, tu proposes des accompagnements aussi individuels? Oui, aujourd'hui, surtout des accompagnements et des séances individuelles et puis des programmes en ligne, parfois des programmes en groupe, des accompagnements en groupe, voilà, tout tout un tas de choses autour de la non-dualité, ce qu'on appelle la non-dualité, donc la sagesse, qu'on appelle Advaita Vedanta en Inde, je ne sais pas si tu connais? Non. C'est finalement la spiritualité de la non-séparation, donc c'est la même dans tous les socles de spiritualité, en fait, quels qu'ils soient. Mais c'est l'une des voies, en fait, une des voies spirituelles, qu'on appelle la non-dualité et puis je parle aussi beaucoup d'Ayurveda. Alors moi j'en ai entendu parler, mais surtout dans l'approche bouddhiste. Oui, 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 Voilà. oui. C'est la même chose quand on regarde, c'est pour ça que c'est assez simple dans le fond, mais c'est jamais simpliste. La simplicité, elle est tellement raffinée, heu, donc
donc on la touche dans beaucoup de sagesse, en fait, même auprès de de chemins qu'on connaît moins. C'est toujours la même chose dont on parle, avec des mots différents. Mais on emmène en fait, la maison est toujours la même, c'est ce que je veux dire. Et cette maison, elle est pas séparée, il y a aucune séparation. C'est un peu ça l'idée de cette approche non duelle. Et du coup, est-ce qu'on peut rentrer sous cet angle d'approche, justement, dans ce sujet d'un monde en crise et dans la non-dualité, ce qui signifierait que, bon, finalement, il n'y a pas que la crise, il y a aussi l'ensemble de tout ce qui tourne autour. Qu'est-ce que tu veux dire par ce qui tourne autour? Eh ben, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la crise, il y a encore plein de choses à côté de beauté, de développement, de durabilité aussi. Et finalement, Mmh. toute l'impermanence qui est là, finalement, la vie et la mort qui se côtoient. Bah, ça a toujours été, l'approche que les maîtres ont transmis de génération en génération. Cette approche non duelle, c'est le fait de vivre la dualité à partir d'un socle qui est ancré dans la paix. Et donc, de cette manière, on peut vivre le chaos. Puisque c'est aussi la nature du monde d'être chaotique, c'est la nature du monde d'être impermanente. Et donc donc quand on la vit à partir de derrière le rideau, en fait, on appelle ça l'observateur aussi, cette paix qui est notre nature, quand on vit les choses à partir de là, eh bien, le regard est totalement différent. Et c'est comme si on jouait de cette manière, on joue à la vie, en fait. Donc ça ne veut pas dire qu'on touche euh, aux choses d'une façon un peu désintéressée ou euh, c'est dans cette approche de non-séparation, tout est vécu pleinement, en fait. Même la dualité. On entre dans ce jeu, en fait, pleinement, on joue à 100%. Mais toujours avec le rappel qu'on est derrière le rideau, qu'on est cet observateur, qu'on est cette paix, en fait. Et donc, ça me fait penser. Alors, effectivement, moi, je pense toujours qu'on a le choix. Le fait d'être dans un jeu, ça signifie un peu qu'on a toujours le choix. Ouais, c'est une grande question, ça. On a l'impression d'avoir le choix. Il y a la notion de libre arbitre et en fin de compte, quand on se place derrière le rideau, est-ce qu'on a vraiment le choix? Parce que le les événements, ils se passent. Il y a pas i À partir de l'être, il y a pas nécessairement on va pas se poser 20 000 questions, en fait. C'est toujours quand on est pris au niveau du rideau ou derrière le rideau qu'on est là: «Est-ce que je fais ça? Est-ce que je doute? Est-ce que je prends cette décision?» et etc. Et et quand on est vraiment centré, quand on regagne la place de notre place initiale, bah, les choses, elles se font naturellement. Il y a pas nécessairement ce choix. Mais ça dépend en fait, la vérité, il faut la prendre de là où on regarde. Donc heu, donc ça dépend sous quel angle. C'est jamais rigide en fait. Est-ce que ce serait une question de l'évidence, finalement, quand on est en paix? C'est comme si on avait. C'est même pas un choix vu que c'est une évidence. C'est un peu ça? Oui et puis on peut aussi se demander pourquoi, quel est l'enjeu en fait derrière le choix? Est-ce qu'on a peur de faire mal? Est-ce qu'on a peur on veut à tout prix faire bien? Qu'est-ce qui se cache en fait derrière ça? Parce que finalement à la place de l'être, heu, quand on est dans la paix en fait, bah, les choses elles se font et que ce soit bien ou mal ou dans le sens où il y a pas de juge en fait. L'intellect c'est pas, c'est un outil. C'est pas, cette partie à l'intérieur de nous qui discrimine, qui juge, qui discrimine, qui va dire: «Je suis d'accord, pas d'accord, j'aime pas» et du coup raisonner une forme de choix. Hem, il est pas l'être, il est pas qui on est. On a plusieurs niveaux dans notre existence et l'intellect il est pas le soi, il est l'outil du soi. Donc dans ce sens-là, bah, il y a moins de mmh, on n'est pas prisonnier d'un choix, c'est ce que je veux dire.
Et du coup, c'est ça, par rapport à cette question, euh, bah, clairement cette question des enfants, d'avoir ou pas des enfants, c'est un... Alors moi, je connais pas les noms des niveaux dans l'être, tout ça, mais si on se pose cette question, c'est qu'on reste à un état de l'intellect finalement. Non, pas du tout. On peut se poser des questions. Tout dépend de l'attachement qu'on a envers la réponse, en fait. C'est pas, si on reste accroché en permanence au mental ou à se dire à l'enjeu en quelque sorte, ça nous rend malade. Donc comme je te disais, ces niveaux d'existence, on en a plusieurs. Donc heu, il y a le soi qui est à la base. Enfin, déjà, il y a le plus grossier, du plus grossier au plus subtil. On a le corps, ensuite on a comme des poupées russes, on a le corps, la respiration. Après ça, on a le mental, puis l'intellect, la mémoire, l'ego et enfin le soi. Donc c'est comme c'est cette idée des sphères, des poupées russes en fait. Le soi, il est derrière, l'observateur derrière tout ça. Mais ça veut pas dire qu'il y a une séparation entre ces niveaux, tout interagit. Mm. Donc c'est pas si je suis dans l'intellect, c'est encore l'intellect qui va juger qu'il est dans l'intellect et que c'est une histoire sans fin. Donc heu, donc en soi, la question de avoir des enfants ou pas des enfants parce que c'est la crise ou parce que c'est, le bon moment, pas le bon moment et cetera. Déjà, si ces questions nous font partir dans tous les sens et que, heu, on on en perd notre joie, on n'est certainement pas au bon endroit. Donc, c'est revenir dans l'instant, revenir dans l'être, revenir dans la présence et à partir de là, on se rend véritablement compte que la nature fait bien les choses. Et finalement, qu'est-ce qu'on pourrait dire face à l'écologie? Parce que c'est pareil, c'est des questions qui font peur un petit peu des fois quand on se dit ouais, c'est en train de se réchauffer, de faire des endroits qui sont plus vivables en fait, tout simplement. Et la peur de perdre la vie en fait, c'est ça. Et donc tu veux dire, l'idée d'avoir, des enfants dans un contexte pareil? Ouais, bah, Ouais. la question vraiment bon, c'est encore une fois ouais, des questions qui tournent, mais de se dire à quel point on est responsable en fait Mmh. de l'avenir qu'on va transmettre. À quel, euh, à quel endroit on place je peux être bien ici et maintenant parce que je me positionne à l'endroit de paix pour moi, Mmh. mais aussi de se dire finalement on a quand même une certaine responsabilité qui est certes limitée parce Mmh. qu'on n'a pas d'impact finalement à grande échelle, mais Mmh. sur un enfant voilà qu'on met au monde et qu'on voit grandir finalement de se dire jusqu'où bah je suis garant de son avenir en fait. Est-ce que je peux Mmh. l'accompagner un petit bout de chemin mais pour lui promettre quoi. Ouais, je comprends. Hem, Bah, déjà ça va être différent d'un individu à un autre. La réponse sera différente d'un individu à un autre. Parce que la quand on a une question brûlante comme celle dont tu viens de me parler, il y a toujours la réponse à l'intérieur comme une graine et comme une énergie, chacun on est tous des bulles d'énergie différentes et donc l'énergie de cette question a une énergie de réponse différente dans un individu, dans un autre et cetera et donc quand je veux dire il y a la réponse sous forme de graine dans la question. Comment on arrive à la réponse? Bah, c'est en faisant fondre les rigidités, en fait, de la question. Donc imagine comme si tu sais quand, par exemple, tu veux faire germer une graine, tu vas y apporter de l'eau et cetera et au bout d'un moment, le fait qu'elle soit quand elle est prête, elle va enlever ses résistances et germer. Donc
Donc c'est ça la réponse à l'intérieur de la question, c'est qu'à un moment donné, il y a les résistances qui lâchent, mais au sein de cet instant et on accède à la réponse quand elle doit se présenter et la façon dont elle doit se présenter. Donc tout ce qui parasite ça, c'est-à-dire le business plan du mental. Je dois faire comme ça, je dois faire comme ça, non, si je fais ça, j'ai ça. Tu sais, tout l'aspect très complexe, en fait, du mental qui régit les réponses. Il fait plus de mal que de bien, en fait. Donc, quand on revient derrière à cette graine, elle est peut-être pas présente là maintenant. Peut-être qu'on n'a pas la réponse immédiatement. Mais à partir du moment où les questions sont là, le fait de se fondre dans l'instant, de se fondre dans la confiance, en fait, bah, les résistances se dissipent et on accède à ce qui est, à ce qui doit être. Peut-être que ce sera le bon moment, peut-être pas, peut-être, on ne sait pas. Il y a pas une réponse toute faite. Personne n'a la réponse pour nous dans tous les cas. Oui, effectivement. Merci de le dire comme ça. En tout cas, c'est apaisant, tout simplement, de se dire ça. Mais c'est normal d'être apaisé, tu sais. C'est vrai que toutes ces questions qu'on a tendance à se poser et que je vois qui sont vraiment importantes, hein. Je suis pas en train de nier la part de responsabilité dont tu parles, l'écologie et cetera. C'est pas c'est jamais sous cet aspect-là. Mais, notre nature, c'est la paix. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une société qui a tendance à mettre en avant l'agitation, le stress, la tu sais, le fait de faire vite et on a une certaine valeur quand on est avec son sac, avec l'ordinateur sur le dos et on va vite, on gagne de l'argent et tout ça. Il y a tout un égrégore autour de ça et et ça demande de se poser derrière, en fait, pour redonner la valeur à la paix et au calme. Et dans certaines civilisations, c'était plutôt à la mode. Nous, il faut le remettre à la mode, d'être en paix et tu sais, calme et en paix, heu et qu'on n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout et c'est pas ça nous donne pas plus de valeur, mais d'avoir un socle de paix, une résilience émotionnelle, une véritable résilience, ça c'est fashion, en fait. Oui, voilà. C'est vraiment c'est vraiment ça, qui qui devrait revenir au centre de la société, en fait. Ah oui, bah, je suis bien d'accord avec toi à ce niveau-là. Et du coup, toi, et parce que bah, ça commence toujours par soi-même, d'aller à la recherche de la Bien paix sûr, pour ensuite la transmettre. évidemment. Toi, est-ce que tu dirais que tu as trouvé la paix à un moment donné de ta vie, où tu as constaté un moment de ta vie où tu as été beaucoup plus confortable à revenir facilement à cet état de simplicité et de paix? Ou est-ce qu'il a fallu que tu le construises et est-ce que ça a été dur en fait de construire cet état? Est-ce que, est-ce que actuellement il t'arrive d'avoir des périodes où c'est beaucoup plus dur que d'autres? Comment tu fais avec tes émotions pour réussir toi-même à voilà, revenir systématiquement à cet état Mmh. qu'on ressent aujourd'hui en tout cas? Mmh. Déjà, il y a pas d'avant-après dans le sens où, il y a pas une sorte de préparation, une hibernation ou ce genre de choses. Et la paix, elle est accessible pour tous, tout le temps, parce que c'est ce qu'on est. Donc il y a pas un futur dans lequel on va accéder à la paix. Aujourd'hui, maintenant, dans cet instant, elle est déjà là. C'est ce qu'on est. Donc 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 déjà la 1re chose, c'est de se rappeler: «Qu'est-ce qui se passe là maintenant?» Revenir au corps. Donc c'est sûr que ça m'a demandé, une sorte de pèlerinage intérieur pour retrouver les sensations du corps, retrouver, j'ai quand j'étais ado, je faisais des crises de panique. Après mes études, j'ai eu une maladie tropicale, assez importante. Donc j'ai eu tout un parcours pour me réapproprier aussi, faire le ménage
et me réapproprier la santé, me réapproprier les sensations dans le corps. Hem et et c et c'est pour ça que j'ai autant apprécié le Sudarshan Kriya, que j'y suis vraiment rentrée, à 100 parce que j'ai vu les effets sur moi. J'ai clairement vu les effets et puis, hem et puis voilà, il y a pas de recette miracle en fait, hein. J'ai apprécié méditer. J'ai vraiment apprécié les pratiques védiques, la méditation. J'ai passé du temps dans l'ashram, et ça a fait partie de mon parcours. Tous les parcours, sont différents, et on n'accède pas à la paix, elle est déjà là. Seulement, c'est sûr qu'il y a eu un moment donné où, hem, au début, ça tu sais, quand je te parle de ce derrière le rideau, il est toujours là. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un derrière le rideau et puis on fait des allers-retours. Et des allers-retours et des allers et puis au bout d'un moment, il y a une sorte d'ancrage dans ce derrière le rideau et à partir de là, hem, il est clairement vu que, heu, qu'il y a rien d'autre que ça, en fait, qu'il y a rien d'autre que ça et voilà. Oui, qu'est-ce que tu aurais envie de dire en fait à des personnes qui sont très éponges, voilà, et qui ont Ouais. envie qui ont envie de passer à autre chose, mais qui n'arrivent pas à passer cet état d'éponge qui absorbe, et qui auraient envie plus de filtrer, de laisser passer en elles. C'était clairement mon cas donc je sais, je comprends, je compatis et je dirais que c'est l'endurance et la résilience sont des véritables cadeaux et on parle beaucoup de résilience du corps, mais il y a la résilience émotionnelle qui est à apprendre et souvent ce qui peut arriver, c'est qu'on se retrouve coincé dans un rôle, une identité d'empathie ou d'éponge et en fait, l'invitation derrière ce qui pourrait nous être demandé, c'est de rencontrer, cette, voilà, cette tendance, rencontrer toutes les tendances qu'on a et voir ça comme un cadeau aussi, parce que c'est une grande sensibilité. Je pense qu'on a tous, des cadeaux différents et cette capacité à ressentir l'autre, à ressentir tout, ça fait naître aussi beaucoup d'intuition et je sais que dans mon parcours, il y a eu aussi tout un une forme d'apprentissage, une forme de comment dire? De réappropriation de cette sensibilité pour, pour qu'elle soit une force véritablement, en fait. Donc ça demande peut-être des étapes, ça demande de passer certaines étapes. C'est difficile, c'est différent pour tout le monde, mais ouais, je saurais pas trop comment dire parce que c'est vraiment différent pour tout le monde, mais en tout cas, la résilience émotionnelle, heu, c'est pour moi, ce qui permet de soutenir ce cadeau de sensibilité. Et donc il y a plein de façons de développer cette résilience dont tu parles, la résilience émotionnelle. Développer la résilience émotionnelle, ça veut dire, être un vrai socle, en fait, être un vrai socle ancré dans la paix. Donc ça demande de travailler son ancrage aussi. On n'a pas besoin d'aller faire des câlins à des arbres tous les jours. C'est pas la seule façon de s'ancrer. C'est cette capacité à rester centré, en fait. Donc ça on peut s'ancrer par la méditation aussi, par les mantras, par l'alimentation, par plein de voies. Mais, la vraie résilience émotionnelle, en fait, c'est de sortir du rôle de bourreau-victime aussi, tu vois? Et du coup d'empathe, parce que c'est un rôle aussi qu'on peut une sorte d'étiquette qu'on pourrait se coller. Donc
À partir du moment c'est se rappeler qu'on est capable de tout vivre, qu'on est capable de tout ressentir. À partir du moment où on est ancré, tu sais? C'est comme les roseaux. Il y a pas une émotion qui peut, nous faire chavirer. Donc l'empathe, il est pas, faible, en fait. Il est pas plus faible qu'un autre. Notre nature, elle est pas elle se cache pas, en fait. Elle a pas peur des émotions et ça, c'est valable pour tout le monde, sensible et ou pas. Bah, merci en tout cas pour tous tes éclairages. Personnellement, à ceux qui nous écoutent, je vous conseille vivement d'aller voir ton petit canal Telegram parce que les mantras, voilà, que tu mets régulièrement, bah, ça apaise tout simplement, ça nourrit cette simplicité, ce retour à soi toujours, toujours. Mais à quel endroit, voilà, on peut te retrouver pour ceux qui seraient intéressés, voilà, de savoir plus sur toi? Bah, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Telegram et YouTube et puis ensuite, j'ai un site internet, qui s'appelle Ayurveda et spiritualité et voilà, on peut me retrouver là. Et donc, ton nom sur Instagram, c'est Intersimple. C'est Delphine ça. Intersimple. Oui, oui, voilà. Bah, très bien. Et, Merci Adèle. oui, merci beaucoup. Nous voici arrivés à la conclusion de cet épisode qui vous aura, je l'espère, empli de paix, rien que de l'écouter. Vous aurez comme à l'habitude tous les liens en description pour approfondir vos recherches au besoin. Afin d'aller un peu plus loin dans cette thématique et de vous proposer toujours plus de soutien, j'ai mis en place le programme Lotus Blanc. 7 jours pour intégrer la magie de ma paix intérieure. C'est en accès gratuit sur inscription, vous avez le lien en description. Si vous me suivez déjà, vous savez peut-être que j'attache beaucoup d'importance à la régularité et à la qualité du temps passé plus qu'à la quantité. Tout ça pour dire que j'ai voulu que ce programme soit encore une fois très accessible, surtout en termes de temps. Donc vous pouvez prendre 10 minutes par jour, c'est amplement suffisant. Vous pouvez vous étaler, bien sûr, si vous avez envie. Vous aurez accès à un guide en PDF d'une page et demie à imprimer pour chaque jour avoir les indications sans avoir à lire sur votre écran. Vous avez aussi une méditation de 10 minutes centrée sur l'essence de la paix et une vidéo tuto pour réaliser votre talisman de paix. Voilà pour ce petit programme que je vous invite à découvrir et qui fera une suite directe à cet épisode et à la question comment vivre serein dans un monde en crise. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour apporter plus de légèreté, plus de sérénité à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Si vous me découvrez avec cet épisode, je vous renvoie aux autres épisodes qui ont démarré en janvier. Je le disais lors du dernier épisode sur la ressource au cœur de l'humain et notre rapport à l'émotion dans le travail, je vais clôturer cette première saison dans 2 semaines avec un épisode spécial qui reprendra le cheminement de cette première saison où je suis partie de notre rapport à la mort et à la maladie pour arriver finalement à ouvrir pleinement à la vie avec un grand V, à la résilience corporelle, émotionnelle. Voilà, j'ouvrirai de nouveaux horizons pour les futures saisons. Ça sera l'occasion aussi pour moi de vous parler d'un tout dernier sujet qui m'intéressait énormément et que je voulais absolument mettre dans cette saison-là. Le thème du visible et du non visible dans le handicap, dans la maladie. Un sujet qui me touche tout particulièrement parce que j'ai un handicap de naissance, voilà, qui ne se voit pas,
qui m'a questionnée, qui m'a amenée à réfléchir, à passer des obstacles, mais surtout qui m'a ouvert beaucoup de portes. Et voilà, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous dans cet épisode de clôture pour dans 2 semaines. Donc voilà, rendez-vous dans 2 semaines pour cet épisode de clôture. Ça fera 6 mois pour cette première saison qui traite de notre rapport à la mort et à la maladie pour ouvrir tout notre potentiel de guérison. Encore une fois, j'appelle à vos partages pour faire vraiment grandir le cercle et ouvrir la parole, ouvrir les tabous autour de la mort. Et je vous souhaite une très belle journée en espérant que le petit programme Lotus Blanc vous plaira. J'attends vos retours. À bientôt.